une étude globale. Et c'est grâce à l'idée que j'avais dit que le travail de Jean Balladur était une réussite d'urbanisme qui donc ça prend en compte tout. Et dès le début, c'est ça comme ça, on va faire une ville nouvelle sur le front de mer, et on a la mer grandeur nature, on a le soleil grandeur nature, mais le troisième élément, la Grande Motte était présentée comme la Nouvelle-Floride, la Nouvelle-Côte d'Azur, on était dans le plat pays, ouvert au vent, et il a dit que ce seront les espaces verts qui seront le troisième élément fort. Voilà. Et le quartier du Ponant, par rapport à l'ensemble de la ville, est peut-être le secteur le plus bucolique, le secteur qui a reçu qui a une présence des espaces verts la plus importante. Et là, en 65, on n'était pas fiers. Et on avait à travailler, comme sur l'ensemble du Grand Motte, sur des terres nouvelles. Et le secteur du Ponant est assez spécifique. On est à la jonction de la Camargue et des étangs et de la mer. La Grande Motte, comme l'ensemble du littoral, c'est une zone d'alluvion maritime déposée sur des alluvions terrestres, et on est à la confluence, enfin, à l'arrivée du Vidourle. Et c'était des marais, des s'ensuivre, donc des zones submersibles, et le grand marais du Ponant. Le Gros du Roi a été victime des vidourlades. Et il a été décidé dans les années 50 de protéger le Gros du Roi en ouvrant un déversoir du Vidourle sur les marais du Ponant. Mais en faisant ça, on renvoyait le gros du flux du Vidourle vers le Gros des Abîmes. Ça protégeait le Gros du Roi, mais ça risquait d'inonder toutes les cultures de la Grande Motte, du Grand Travers, etc., les propriétés de temples, mon fils, etc. À l'époque, on était une zone agricole, au nord, disons, et puis les censures et les dunes. Il a été donc décidé de créer. Tu peux pointer là, si tu il est où, le petit truc? Ah, c'est ça, oui, voilà. Il a été décidé de créer une digue de protection ici qui vient au Gros des Abîmes pour diriger les eaux du débordement du Vidourle qui venaient sur les marais et protéger le vignoble ici et les espaces. La route départementale à l'époque, elle était là-bas. Et à l'occasion de la création de la Grande Motte, il a fallu remblayer les terrains pour les rendre constructibles. Et cette digue et les marais du Ponant sont devenus l'étang du Ponant. Restait un espace particulier qui était l'île du VEF, qui a été complété en remblai pour faire le village de vacances de la VEF en 69-70. Tu peux expliquer, Pierre, les sables qu'on a extraits de l'ancienne baie du Repos, qui était devenu étang du Ponant, qui était tout petit, ils étaient salés. Donc, comment vous avez fait? Oui, ça, c'était la grosse inquiétude sur l'ensemble de la station. Sur la station, tout le sud, disons un tiers de la surface dévolue à la ville nouvelle, étaient des censures. Les censures sont des zones basses, des dépressions qui sont de moins 10 cm. C'est tellement plat avec l'autre qu'on parle en centimètres à zéro, donc submersible en hiver. C'était et toujours salé parce qu'il n'y a pas de ressuyage. Cordon dunaire juste au fond de la mer. Et dès que, heureusement, tous les produits du remblaiement pour faire la ville, venant du Ponant, venant du creusement du port, étaient des sables fins, des alluvions maritimes, des sables fins, qui
Ce qui a permis, le facteur, c'est qu'il fallait que le sel s'en aille. Pour nous, c'est le sel, pour la végétation, c'est du poison. Tant qu'il y a du sel, on ne peut rien faire pousser. Et heureusement, ça s'est dessalé. Et petit à petit. Et c'était aussi un argument pour dire qu'il fallait absolument irriguer, non seulement pour réussir l'implantation, mais pour aider à la désalination. Et la désalination qui se fait progressivement. Et c'est pour ça que, heureusement, on a eu à travailler année par année, mais après une période de ressuyage, disons. Vous n'êtes pas contenté d'attendre que ce soit les pluies d'hiver qui dessalent? Et si, en majorité. En majorité. On n'a pas fait d'apport d'eau spécifiquement pour dessaler. Il y a eu des apports d'eau plus tard, au fur et à mesure des réalisations des espaces verts, et qui nous a permis, on a prêché pour un réseau d'irrigation fixe, qui était pour la réussite des plantations, mais pour dessaler et aider au maintien ou à la reconstitution. Ce qui se passe dans le système lunaire, c'est des sables, l'air et l'eau circulent, les éléments organiques sont hauts, et le sel descend si on est assez haut, et il se forme petit à petit une lentille d'eau douce sur la nappe phréatique qui est saumâtre. Et cette lentille est plus ou moins épaisse en fonction des précipitations et du volume des remblais. Et dès qu'on passe, il faut sortir de la côte 50 cm. Et plus il y a une épaisseur au-dessus de cette nappe, plus on a de l'espace, une capacité de rétention d'humidité et une capacité, disons, de prospection pour les racines, pour les arbres. Donc ça a été quand même le motif qui a été de connecter la Grande Motte à l'eau du Rhône, de l'eau brute, c'est-à-dire qu'on n'allait pas irriguer avec de l'eau potable, comme ça se fait dans beaucoup de stations. Ah oui, de ce point de vue-là, de l'eau. Donc c'est là, je disais que la campagne du Baronne était très impliquée, parce que au fond, l'eau pour la ville nouvelle, n'importe comment, c'est l'eau du Rhône. L'eau du Rhône, captée par le Baronne au Rhône, et qui arrive à Vauquières, qui est transformée en eau potable. La première motivation pour la ressource en eau, c'était l'eau potable pour Palavas, Carnon, Grande Motte et Gros-du-Roi. L'eau est rendue potable. C'est pour ça que dans l'étude de la réalisation des espaces verts, la compagnie du Baronne avait une casquette, mais on a prêché à ce qu'il y ait un réseau d'irrigation fixe et que ce réseau soit spécifiquement pour l'irrigation des espaces verts, de façon que le jour où on peut passer en eau brute, il n'était pas nécessaire d'avoir de l'eau potable pour les espaces verts, c'était mieux d'avoir de l'eau brute, c'est plus économique, il y avait moins. Et le passage en eau brute s'est fait parce que l'aménageur, lui, ne voulait pas faire cette dépense supplémentaire d'aller faire les penchants à l'eau brute. Et par contre, le gestionnaire, quand c'est passé à la mairie, il était très intéressé. Si bien qu'en 1974, quand monsieur René Coven était élu maire, il est venu avec le projet de golf dans sa valise, et là, ça a doublé les besoins potentiels d'un seul. Et là, il y a eu le projet de changer l'alimentation depuis le Grand Chaumont. L'eau était pas loin, elle était au Grand Chaumont. Il y avait 500 mètres à faire de canalisation, d'une station de surpression pour le golf, et ça a permis de renverser l'alimentation générale en eau brute et de se brancher au réseau primaire qu'on avait spécifiquement pour les espaces verts. Oui, en gros, la consommation d'eau d'irrigation pour la Grande Motte, c'est 500 000 m3 pour les espaces verts urbains et 500 000 m3 pour le golf. Alors, ça fait 1 million de m3 par an. C'est bien, mais je connaissais pas les chiffres. Et donc, ce qui est nouveau aussi depuis 2 ou 3 ans, c'est que nous avons, l'association des Amis riverains du Ponant a beaucoup insisté pour avoir une station d'épuration membranaire qui permette d'utiliser de l'eau de réutilisation. Et donc actuellement, on a un autre réseau. Ça sonne, mais c'est pas chez moi. On a donc un troisième réseau. On a le réseau d'eau potable, le réseau d'eau brute
et un troisième réseau de réutilisation des eaux usées qui sert précisément à arroser le golfe pour le moment. Pas en totalité, mais déjà aux 2 tiers. Disons presque la moitié. Ça fait à peu près 350 000 mètres cubes d'eau de réutilisation. Plutôt que de la jeter dans le canal du Rhône-Basselette, elle est réutilisable parce qu'elle est bactériologiquement qualité eau de baignade. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, on va terminer avec les plantations. Voilà. Oui, simplement 2 petits mots sur bon, ça avance. Tu peux descendre, alors, s'il te plaît. Non. La prochaine. Voilà, ça. Encore, voilà, c'est là. Oui, voilà, celle-ci, voilà. Il y a les nappes phréatiques. Dès l'instant qu'on va pomper de façon intempestive, on a la nappe salée en dessous. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas la photo que je veux, c'est j'ai compris. C'est là. Celle-là, elle s'affiche pas, celle-là. Elle s'affiche pas derrière. Non, elle s'affiche pas derrière. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Le défilement des images est perturbé. Voilà. Parce qu'il nous faut cette dernière image pour être commentée par Pierrot. C'est le problème de l'informatique. On a un défilement d'images qui doit. On est passé de Mac à PC. Non. Bon, tant pis. Ça répond plus. Donc en résumé, parce que l'heure avance, en résumé, sur la Grande Motte, la réussite des espaces verts tient au fait que on a de l'eau brute connectée donc sur le canal du Rhône-Basselette. Mais il est évident que dans les années qui viennent, parce que c'est ça le problème, on va être très sollicité parce que toute la ville maintenant elle est irriguée. Donc ça veut dire qu'en pleine période d'été, si on compte sur l'eau du Rhône, on risque de ne pas en avoir suffisamment pour nos espaces verts. Or, comme les espaces verts ont très bien marché, la végétation, et maintenant c'est un écrin de verdure, et on est soumis à des problèmes de remontée de sel si on n'arrive pas à irriguer suffisamment. Qui dit remontée de sel, sécheresse, et finalement, risque incendie. Voilà. Alors, on ne peut pas vous les présenter, il y a toute une série de diapos explicatives. Oui, ben c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, c'est... Elle ne s'affiche pas. Ouais, elle ne s'affiche pas. C'est parce qu'il est devant. Non, mais c'est toujours le même. Elle est bloquée sur la deux. Là, il y avait tout le réseau de planté par Pierre Pillet, c'est-à-dire 28 000 conifères, 10 000 feuillus, 200 000 arbustes, 2000 palmiers, 493 grimpants, etc. 90 hectares de parcours de golf, 80 hectares, et 28 hectares de pelouse. 140 000 vivaces. Alors tout ça, c'est un écrin de verdure qui devait vous être présenté sur une diapo qu'on n'arrive pas à sortir. Ouais, c'est les problèmes de passage du Mac et du PC. Ouais. Ah. Bon, on va passer aux questions, puisque si vous avez des commentaires ou des questions, on n'arrive pas à passer les images. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry, merci pour ta prestation, elle a été excellente. Alors, oui, on est à haute voix pour nous. Vous parlez de beaucoup de Sanseville et Marais, et vous avez annoncé au début que cette cave ici avait 4200 hectares de vignes. Autrefois, oui. S'il y avait de la vigne, il ne pouvait pas y avoir de marais et de Sanseville. Alors,
alors la vigne, justement, il y avait ce qu'on appelle des dunes fossiles. Les marais sont dans des zones où il y a des limondes et les sables éoliens des marins constituaient des dunes sur lesquelles il y avait une épaisseur en gros de 1,50 m, 1,80 m de sable. Et là, on a installé de la vigne. Vous voyez ? Alors, la carte qu'on voulait vous présenter montre la carte pédologique, la carte des sols montre les endroits où il y avait des marais, style marais qu'on a au nord de la Canevoie, où il y a le sel qui remonte en plein été. Là, on ne peut rien planter, c'est que de l'essence huile. Vous voyez ? Il faut avoir un système qui fonctionne avec de l'eau douce, il faut suffisamment d'épaisseur de sol, parce que l'eau douce ne se mélange pas à l'eau salée. L'eau salée, elle reste sous-jacente. Et à ce moment-là, vous avez une réserve. En gros, si vous avez 600 mm en hiver, vous avez 60 cm de réserve pour l'été, ce qui convient très bien au pain pignon et ce qui convenait très bien à la vigne. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une fortune colossale avec la vigne, parce qu'il n'y avait plus de production de vin en France. C'était le seul endroit où on pouvait encore cultiver de la vigne, avant qu'on trouve la solution de greffer sur des porte-greffes américains résistants au phylloxéra. Est-ce qu'on peut penser que la végétation qui est entre petit travers et grand travers, oui, c'était ce à quoi ressemblait la grande motte avant le début des travaux. Petit travers, grand travers, oui. On va du parking, la poussière jusqu'à la plage. Oui. On voit que c'est différents étages de végétation. Oui. Et avec des endroits. Oui, il y a des endroits où il n'y a pas de pin pignon, là où il n'y a pas de pin. La grande motte, c'était comme ça. Voilà, ça y est. Avant. Oui, oui, oui. La vigne, là. Oui, mais il y avait de la vigne, sauf dans les endroits où il y avait des marais. Chaque fois que vous avez, si vous voulez, la couche de sable n'était pas homogène. Vous avez eu des décharges fluviales qui ont amené des limons. Chaque fois que vous avez des limons, à ce moment-là, le système sur le sable ne fonctionne pas. Donc vous êtes sur un marais saumâtre. Vous pouvez pas, vous n'avez droit à cultiver que des plantes qui tolèrent le sel. Et c'est des salicornes, etc. Là, sans suivre. Alors sur le grand travers, comment ? Oui, sur le grand travers, tout ce qui est planté en pin sur le grand travers, en grosso modo, c'était de la vigne. Mais sur le grand travers, vous avez des endroits où il n'y a pas de pin, derrière les plages. Mais ça, c'est des endroits où il y a des limons, et là, c'est de la censure, et si vous laissez les mettre du pin, il ne va pas pousser là. En gros, tout ce qui est planté en pin, c'était antérieurement de la vigne. Et avant la vigne, on a un pin témoin qui est à côté ici, en allant vers le golfe. Il a certainement plus de 200 ans. C'est le pin témoin qui était là avant l'arasement pour la vigne. C'est un pin qui date de près de 3 siècles. Il y en a encore 2 ou 3. Et Balladur et Pierre Pillet les ont repérés, ces pins. Et ils ont dit, c'est avec les pins qu'on va constituer l'ossature de la végétation de la vigne. C'est-à-dire qu'on a fait on a utilisé les pins en alignement urbain à ce moment-là. Tu as réussi ? Bon. Alors là, on va être limité parce que... D'accord. Ça y est, ça va aller un peu vite, on va brosser un peu le thème de l'intervention du paysagiste à côté de Jean Balladur. Comme je disais tout à l'heure, Jean Balladur a eu cette volonté de donner énormément de place aux espaces verts pour compenser la platitude du site. Alors, donc, il a obtenu qu'il y ait 110 hectares d'espace vert sur les 380 hectares qui lui étaient alloués pour faire ces villes nouvelles. C'est ce qui donne cette respiration, cette chlorophylle. Donc, je l'appelle plutôt ville-parc plutôt que ville-jardin, parce qu'on a travaillé en grande masse et on a défini une palette végétale
faut dire qu'en 65, on n'était pas fiers, hein. C'était le plat pays, les sols hostiles, le climat hostile, et on a défini donc par rapport à cette étude, par rapport au climat, une palette végétale qui correspond pas trop à celle que les gens attendaient, puisqu'on avait fait un peu la campagne de la ville, des villes nouvelles touristiques, c'est la Nouvelle-Floride, la Nouvelle-Californie, la Nouvelle-Côte d'Azur, et nous, quand on a fait l'étude climatique et des sols, on a dit attention, c'est pas la Côte d'Azur. Voilà, grosso modo. C'est dans l'investissement énorme, et il fallait réussir, pas prendre de risques par rapport au climat. Donc c'est là où il y a eu un peu d'incompréhension. Nous on disait attention, des exotiques, il faut les utiliser en accent, parce qu'on était pas loin de 1956, où tout le livret du Languedoc-Roussillon a disparu, et le vignoble aussi a disparu, à peu près 30%, notamment le vignoble du littoral. C'est pour ça que les anciens propriétaires de Temple, Bonfils et Gracillon avaient abandonné la vigne, et une partie, c'est ce qu'on voit du prêché, a été replantée en peuplier, une petite partie, en peuplier pour faire la pâte à papier. Ça, c'est dans les années 56-57. Quand la mission du littoral est sortie, il y a eu l'acquisition de sol, et il y avait des peupliers qui préexistaient sur une partie du site. Alors, cette ligne nouvelle, cette compréhension, c'est un délire de construction sur des sables, n'est-ce pas? C'est le délire. Et la Grande Motte, pour situer que la Grande Motte était un des points de l'aménagement voulu par la mission du littoral. Là, on retrouve la photo de l'équipe qui est autour de Jean Balladur. Il y a à la fois les concepteurs, mais aussi tous les services techniques, les élus, etc., pour une réception annuelle de travaux. Là, c'est un jour de réception où Jean Balladur va dédicacer de son livre. Voilà l'aspect on est passé du rêve. Tout a été dessiné, tout a été conçu. Et du plan et des dessins, on arrive à la réalité, disons, 30 ans après. Voilà l'aspect de la ville où on a cette chlorophylle, on a comme des amis ont fait des études et ont appelé derrière les pyramides la forêt. Mais une autre collègue paysagiste avait fait une étude sur les villes nouvelles, elle disait que la Grande Motte était un modèle ou un exemple d'urbanisme végétal. Parce que Jean Balladur expliquait les choses, il avait une méthode, un charisme, il organisait un problème, il organisait la ville avec énormément une hiérarchie dans les fonctions et dans l'architecture. Et voilà un peu le plat pays sur lequel on devait intervenir. Et la végétation, ça c'est la zone basse. Comme je disais tout à l'heure, on parle en centimètres. Il y a les zones qui sont submersibles, qui restent en l'eau longtemps. Il y a les zones moyennes où il y a peu de végétation, mais déjà il y a moins de sel. Et voilà les zones basses à gauche, les s'ensuivre. Et ça, ce sont les dunes. Dès qu'on est sur une bosse, quand on regarde, dès qu'il y a une bosse, la végétation peut se développer parce qu'il n'y a pas de sel, qu'il y a un ressuyage et par exemple, une graine de pain, elle se dissémine de partout, elle tombe dans la zone basse, elle est trop inondée, elle est pourrie en hiver, et dès qu'elle est sur une bosse, elle a le temps de faire des racines et de se développer. Voilà. Et ce qui était important, c'était la fixation des dunes, un élément fragile. Je passe un peu vite. Voilà la vue de la ville nouvelle, côté Aladret, côté mer, côté sud, comme en montagne dans les Pyrénées, côté sud, c'est la rocaille. Et donc, l'organisation, la végétation suit l'organisation de sa ville. La densité autour du port, les villas en arrière, la voie primaire, la végétation suit la fonction. Donc on a des grands espaces et
la voie primaire, c'est-à-dire de 2 fois 2 voies qui vont vers le Roi du Roi ou qui vont vers le Cardon, on a l'impression qu'on a traversé la forêt, qu'on traverse la forêt. Voilà les installations, les jeunes pins dans le grand carrefour d'entrée, les jeunes plantations d'isolation vis-à-vis des villas. Ces 4, les compagnons de Paris, je vais un peu vite, les compagnons de Paris, c'est un élément important. Et le terre-plein central, les jeunes plants, quand on fait les plantations, l'architecte paysaniste en fait un pété. L'architecte, il conçoit son bâtiment, et quand il fait la réception avec l'investisseur, on voit ce que ça donne. Il est là, grandeur nature. Mais nous, on fait des dessins, on fait des travaux de plantation, et au moment de la réception des travaux, ça ressemble à rien, il faut se baisser. Et alors, on est obligé d'expliquer qu'il faut de la patience. On voit en haut à gauche, ça doit être dans les années 73-74, et là, on est en bas à droite, on est dans les années 92. Voilà comment ça s'étoffe. Ce tournant. Ah oui, ce tournant, parce que je me trompe de bouton. Voilà la végétation qui gagne. C'était pour donner l'impression que vous aviez coupé dans une forêt qui... Voilà. Et, par exemple, ici, l'accompagnement de l'ouvrier primaire, on est vers la passerelle, et il y a un prospect qui est très large, et les arbres ne sont pas en alignement. Et ça, c'est une remarque, par exemple. Ici, on est sur la 2 fois 2 voies, c'est la même fonction, et c'est la voie primaire qui va vers Palavas, vers Carnon, et avenue de la Tassigny. Et on a Jean Balladur n'a pas pu garder un peu les mêmes prospects, si bien qu'on s'est retrouvé avec des alignements. Donc on a les mêmes fonctions routières, les mêmes végétaux, et l'ambiance n'est plus la même. Là, c'est une ambiance très urbaine, alors que là, c'est une ambiance plus forestière, en ayant les mêmes fonctions. Donc, les plantations suivent la hiérarchie. Les voies secondaires, on a encore, son idée était d'avoir le plus loin possible les cheminements piétons séparés de la route. Et là, dans les voies secondaires, il y a toujours un cloisonnement entre les piétons et la route. Là, on a double alignement, une voie secondaire, double alignement. Et dans les villas aussi, on souligne l'ampleur et la force de la végétation suit la fonction. Et il y a les placettes, les accompagnements dans les villas, quartier du Ponant. Et voilà le fameux grand pin dont parlait Bernard tout à l'heure, qui était au bord des Vies. On n'est pas loin de la cave, c'est là à droite, dans la ZAC du Golfe. Voilà l'ambiance du hameau du Golfe à l'intérieur, l'ambiance de l'accompagnement de voirie dans le quartier du Golfe, Port-Ponant, et aussi dans le parking, il y avait les grands parkings de destillation avec les cloisonnements. On veillait à ce qu'il y ait une présence végétale. Et ce qui est très fort dans le plan d'urbanisme de Jean Balladur, il a défini tout un réseau de circulation piétonne différent de la circulation de voirie, qui complète ces réseaux. Mais on peut circuler partout sur des cheminements spécifiquement piétons, depuis ici, depuis les villages jusqu'à la mer, sans être en conflit avec les voitures. Le cheminement est fait, il est accompagné de végétation et il est éclairé. Voilà l'exemple, un cheminement piéton dans le quartier du Couchant, avant les travaux et après les travaux. Alors on est dans l'ambiance Couchant, l'ambiance très près de la mer, on a l'impression de Tamaris. Par exemple, là, c'est la grande allée qui, j'appelle ça grand chemin, qui va de l'étendue Ponant, le quartier du Ponant, au Golfe. Et le cheminement piéton, voilà spécifiquement voilà dans les villas.
Ça, c'est un point fort, et aussi tout le front de mer. Et voilà l'ambiance des rives du Ponant. Donc le quartier du Ponant bénéficie, je dis, de cette ambiance le plus bucolique, parce que il y a le Ponant lui-même, cette respiration, le plan d'eau, toujours, c'est soit le calme, c'est la vie, c'est le lac, c'est très attractif. Et donc il y a les axes piétonniers du front de Ponant, au lac du Golfe, chemin de Ponant, à la plantation, et avec quelques années de développement, et ça s'est encore développé parce que la photo du bas, elle est de 80, elle doit être de 92, 94, de 2002. Voilà, l'ambiance de temps du Ponant. Alors, ce qui participe dans le quartier Ponant, c'est la canalette. Voilà la canalette, et au moment des plantations, il y a la belle ombre maintenant, ex-VGT VPF avant, et nous sommes là sur la digue, sur l'ouvrage technique, l'ouvrage de protection de tout le secteur du Ponant par rapport au cru du Vidaugue. Voilà l'évolution. Ça ressemble un peu à la transformation et l'évolution du CD 65, la route départementale 65, qui a disparu complètement en fond de mer et qui est sous un cheminement piéton. Donc on va voir. Voilà l'évolution de la végétation le long de la canalette et à droite de l'île du VPF. Ambiance très différente, c'est le contraste. En plein mois d'août, vous allez à la Grande Motte et au port, c'est un mode de vie, un mode de fréquentation, et vous allez du côté du Ponant, on trouve le calme et la sérénité. Alors voilà ce qui est important, l'évolution du front de mer, qui vient jusqu'au Gros des Abîmes, l'ancienne route départementale qui est devenue le cheminement piéton. Et ça, c'est une réponse aux reproches qu'on disait, oui, on va faire un Languedoc-Roussillon, des villes, on va bétonner le littoral, parce que le gros problème, quand vous allez sur les stérelles, vers Cannes ou Fréjus, on a du mal à trouver des points d'accès à la mer, parce que tout c'est privé. Et ben là, toutes les stations, c'est une injonction, disons, du schéma directeur de Racine, de la mission Racine, le front de mer est public. Non seulement il reste public, mais il est aménagé. Et c'est la même chose au Cap d'Agde, à Gruissan et à Le Cat. Et des accès à la mer, la protection d'une, voilà. Alors, ce qui est très fort aussi, Jean Balladur a obtenu de pouvoir financer 6 passerelles pour les cheminements piétons qui se regroupent au quartier nord pour aller à la mer. Voilà l'évolution de ces passerelles. Et ça, tout ça, ça participe de la qualité de la ville et de l'accueil sur la Grande Motte. Et on remarque que c'est une présence de chlorophylle importante, avec une palette végétale restreinte, mais avec les végétaux les plus adaptés, plus importante, et un peu le reproche. Avant, il fallait être sûr que ce soit vert. Et maintenant, on dit, oui, il y a quelque temps, oui, c'est trop vert, ça manque de couleur. Et puis, ça manque d'exotisme. Et dès le départ, il y avait cette demande de plus de palmiers. Et nous, on disait, attention, si des événements climatiques comme 56, ça peut nous arriver. Et ça nous est arrivé en 75, l'hiver 75-76, et l'hiver 85, où on a perdu peine. Mais depuis 85, on n'a pas eu de gros incidents de disparition par rapport au froid. Et maintenant, l'argument, c'est pas comme moi personnellement contre le palmier, contre les exotiques. C'est la nature qui décide. Mais aujourd'hui, la nature ne décide pas trop au point de vue climatique. On peut prendre le risque. Bon, il y a eu les vers du palmier. Alors, il y a l'autre risque qui s'est passé, mais ça c'est biologique, ça peut nous arriver avec le pin, c'est l'infestation des palmiers par le paysandia, qui est la chenille papillon, ou le charançon, qui aussi c'est pareil, sa larve mange le bourgeon terminal. Alors les palmiers ont un bourgeon terminal. Il y a une pousse d'un bourgeon. Si le bourgeon est foutu, il gèle, ou s'il est mangé, l'arbre, le palmier périt.
Il y a quelques palmiers qui drageonnent, comme le palmier nain, le doum, on appelle ça, qui sont rares. Mais le problème d'infestation biologique, c'est on n'est pas à l'abri, comme ça nous est arrivé sur le platane, comme ça nous est arrivé sur l'or. On n'est pas à l'abri de ça, mais le pain, peut-être on pourra le traiter. Aujourd'hui, il est plus raisonnable d'utiliser le pain pignon. Et on voit que quand même le pain pignon est devenu l'arbre emblématique de la Grande Motte. Oui. Je peux te poser une question pour le pain pignon. Vous avez tenté d'acclimater d'autres pains, du pain d'Alep et du pain maritime. Alors, faire remarque. Au tout début, on a utilisé beaucoup d'autres végétaux qui étaient un peu des essais, mais pourquoi pas le pain maritime? On savait que le pain maritime avait disparu dans les stérelles et le massif des morts parce qu'il était attaqué par un petit cochenille, un Matsococcus et une cochenille, mais une, deux, ça va, mais il a été millions et il est parasité et péri. Et ici, sur la Grande Motte, il y avait des vestiges justement vers la zone des campings, deux ou trois pains maritimes. On a utilisé du maritime, on a utilisé du pain d'Alep, et ils se sont bien développés. Le maritime, ça n'a pas raté. 7-8 ans après, il avait bien démarré, il a poussé, attaqué, il est attaqué, il y a la résine qui sort de partout sur le tronc et il est péri. Et le pain d'Alep, c'est assez bien développé. Il y en a du côté de la passerelle qui est dans l'axe de la Cavalière qui vient de la mairie qui va vers le Ponant, mais il n'a pas d'enracinement du pain pignon, il cherche à plonger. Et il est très sensible aux tempêtes et il bascule très vite. C'est ce qui arrive aussi avec les végétaux puis on est adapté comme l'olivier de Bohême. L'olivier de Bohême il pousse comme un fou et il s'enracine pas bien. Et à chaque tempête, il y a beaucoup qui se bouchent. Et ce qui concerne on a fait d'autres essais, on avait essayé l'eucalyptus. Il ne prend pas bien. Parce qu'on ne peut pas, dans les espaces verts, quand on a travaillé sur 110 hectares, bichonner les végétaux comme les gens dans les villas. Sur 500 mètres carrés, on peut bichonner. Ils réussissent des bouleaux, ils réussissent des magnolias, ils réussissent des mimosas, ils réussissent du bougainvillet, parce qu'ils les mettent à l'abri. Et nous, on est obligé de trouver des végétaux vraiment rustiques qui tiennent avec un minimum d'entretien, parce qu'il y a 110 hectares. Donc les eucalyptus n'ont pas voulu se développer. À l'occasion de la création du golf, et le premier directeur, Douceur, était passionné du ginkgo biloba. On avait, Pierre Sévrac, on a essayé quelques ginkgo biloba. On avait mis des jeunes plants. Ça n'a pas marché. Alors, à la demande de Douceur, on en a mis quelques-uns, les grands, et on les a bichonnés un peu. Ils ne veulent pas se développer. Au départ de la voie du golf, il y en avait un groupe au portail, ils ne veulent pas. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais il y a des choses qui se révèlent intéressantes qu'on n'a pas assez utilisées. Peut-être c'est comme le fustet, c'est comme la myrte. Il faut dire qu'il y a des végétaux. La myrte, dans les années 70, elle passait par l'hiver à la Grande Motte. Il y a un petit changement de climat entre la Grande Motte, déjà Ruissance et Saint-Cyprien. Sur le 4 Barcarès, Ruissance, Saint-Cyprien, par exemple, la ficoïde qu'on appelle l'herbe à frites ou le griffe de sorcière, et de Carbobrosus, qui couvre le sol en fixation de dunes, c'est phénoménal, là, on l'utilise à fond. Elle passe pas l'hiver ici. Premier hiver, elle disparaissait. Les cinéraires maritimes, premier hiver, elle disparaissait. Le gâte, elle se ressème dans les talus toute seule. Les gazanias, ne passent pas l'hiver ici, et déjà au Cap-Lac, ils se ressèment tout seuls dans les basates. Voilà. Il y a des subtilités, il existait des subtilités point de vue de la limite climatique du froid sur le cosillon, ça va persister. On le voit qu'il persiste par exemple dans les précipitations. C'est encore plus marqué entre les précipitations à la Grande Motte et Saint-Cyprien. Le 4, elle était déjà marquée et là, c'est catastrophique dans l'Aude. Ils sont sinistrés.
Alors Pierre, on a une question très délicate à te poser. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de diapos. C'est le sud de la presqu'île. Le sud de la presqu'île du Ponant. Je fais un schéma rapide, tu vas confirmer. Balladur, j'ai eu des entretiens avec lui, on a échangé du courrier à l'époque. Il avait très peur que les Pins-Pignons, ayant ouvert la passe des Abîmes, l'eau salée allait rentrer, et ce qui avait de Pins-Pignons allait dépérir. Et donc, il a demandé à ce qu'on fasse une digue de bentonite pour empêcher l'eau salée d'arriver sur le sud de la presqu'île. On a discuté de ce problème avec Ossugru, le photographe de l'époque, tu te rappelles? Oui, oui. Alors, la question qui se pose actuellement, on a un projet de réhabilitation de ce sud de la presqu'île qu'on va mettre en débat. Et je voudrais... Là où sont aujourd'hui les trois parcs. Le parc planétaire, le parc Nord-Couchant que j'appelle, et le parc Nord-Couchant, et puis le grand parc qui est à l'ouest, tout au bout du couchant, mais pas l'entrée, pas l'entrée. Là. Et c'était des bassins, parce qu'on avait fait ces bassins, ça faisait du sable. En plus, pour les remblaiements. Mais s'inquiéter que ce soit des nids à moustiques jusqu'à là. Et alors, on a demandé une étude au BRGM. Ils l'ont demandé au BRGM, je vois l'étude. Et effectivement, on ne pouvait pas dire autre chose que c'était un nid à moustiques. C'était les conditions. Alors, on a dit, bon, on abandonne, on ne fait plus les bassins. Le message est passé, je sais pas. Les entreprises ont su que s'ils allaient mettre tout leur inerte là. Et nous, quand on est arrivé pour faire des parcs, on s'est retrouvé avec les trous complets avec des inertes. Alors, on a tout fait recouvrir de sable, puis de sable végétal. C'était des déchets de béton. Oui, des déchets de béton, des vestiges cassés, des briques, du placo-plâtre. Voilà. Et ben, les parcs maintenant sont sur ces poubelles. Donc, le sud de l'île, il y a les polpeurs, on fait un comptage. Le reste, c'est des poubelles. Je posais la question parce que sur votre droite, vous avez en défilement un projet de l'ancien élu de la Grande-Motte, Pierre Adou, qui a proposé pour le sud de la presqu'île un projet de jardin remarquable. Alors un petit bijou où il veut installer un théâtre de verdure, il veut faire un carré des agrumes, une mare, la vidéo défile, vous aurez le temps de le voir parce que c'est très détaillé, c'est même chiffré. Et alors c'est un projet qui paraît ambitieux et surtout qui pose le problème de sa pertinence par rapport à l'ouverture de la place des Abîmes, où on a quand même des embruns salés. Essayer d'adapter par exemple un carré des agrumes dans ce coin-là, il faudra vraiment les protéger des embruns parce qu'ils n'aiment pas. Il y a déjà un rucher qui a été installé, ça c'est une bonne idée, sauf que faire des ruches actuellement, le rucher est très bien parce qu'il est très bien sur le plan pédagogique, mais avec le frelon asiatique, dès l'instant qu'on a à proximité de forêts et d'arbres, le frelon s'installe et les apiculteurs sont obligés d'aller dans les zones de garrigue. Il n'y a que là qui font du miel maintenant. Tout ce qui est en végétation arbustive, c'est plus possible à cause du frelon. Voilà. Arborescente. Végétation arborescente, oui. Avec une niche à hauteur. Oui, c'est ça, une niche à hauteur, voilà. Donc la question c'est, est-il pertinent d'envisager un jardin remarquable qui serait à l'image de jardins vraiment très sophistiqués, avec un théâtre de verdure où on pourrait faire des spectacles aquatiques parce que le son est renvoyé par l'eau, etc. Donc,
ce dossier, vous pouvez le consulter. Monsieur Hadou devait présenter lui-même son PowerPoint. Il a été retenu. Il est en Tunisie actuellement. Et donc, je lui ai dit qu'on passerait son PowerPoint. Ceux qui sont intéressés, on pourra... le PowerPoint demande quand même 3 quarts d'heure d'observation et d'études. Hein. Il n'est pas... voilà. Joséphine, tu vois des... Oui, voilà. Ouais. Et la sculpture, alors, dans ce jardin remarquable? Alors, très bonne question, Joséphine. Très bonne question. J'ai 2 remarques à ce sujet, parce que au théâtre, au VVF, Albert Marché a 2 œuvres importantes que personne ne voit. C'est Le Guetteur. Tu vois ce que c'est que le guetteur? Oui, alors vous voulez le transporter là? Ah non, mais attends, le renouveau, il y a une naissance d'un jardin, donc il faut faire travailler les artistes. Oui, mais c'est pour ça qu'on met en débat. C'est pour ça qu'on met en débat la proposition. Oui. Et donc, mais là, il faudrait beaucoup de temps. L'heure tourne. La vidéo qui est là, il a prévu aussi, par exemple, comme il a, en fait, Pierre Hadou, pour des raisons qui lui sont propres, a été élu de la Grande Motte. Il s'est vraiment impliqué dans les voies vertes. Il a fait rentrer la fibre, etc. Et il s'est installé au Portugal. Et il a pris comme exemple un jardin remarquable à Coimbra, avec un superbe théâtre de verdure, etc. Donc ça l'a inspiré. Et il a essayé de transposer cette expérience-là, dire pourquoi pas sur le sud de la Presqu'île. Voilà. Alors, oui, mais... Nous, on serait aussi intéressés, comme je vous l'ai dit, sur réhabiliter l'éolienne qui est au nord de la Grande Motte. C'est autre chose. Mais pour revenir à la Presqu'île, c'est un sujet qui est intéressant parce que on avait mis un projet du temps de la mandature d'Henri Dunoyer. Parce que on s'était dit, voilà un espace où il y a une végétation qui va reprendre ses droits, hein, comme il y a des anciennes décharges qui sont de magnifiques parcs maintenant. Deuxièmement, il y a énormément d'activités sportives. Le Ponant, c'est excellent pour l'apprentissage des jeunes, pour la voile, etc. Et il y a certains d'entre nous qui estiment qu'on devrait transformer le Ponant, et il n'est pas là parce qu'il devait le présenter, ce projet, Michel Camboulive, qui est spécialiste, enfin qui est vraiment très axé sur les sports nautiques. Lui, il voit le Ponant vert, c'est-à-dire qu'on ferait que de la motorisation électrique, et si possible, le moins de motorisation possible, faire de la voile essentiellement. Donc on avait dit, comme il y a l'Aveyron, etc., on va faire un centre sport eau nature. Le problème, c'est qu'il fallait une structure, comme on est sur 2 départements et 2 communes, il fallait une structure de syndicat mixte à vocation multiple, et le projet n'a pas pu aboutir. Donc ça reste maintenant, et en plus il faut savoir qu'il y a une frange de la Presqu'île qui est sur la commune du Gros-du-Roi. C'est complètement bizarre, mais c'est comme ça. Et cette frange-là, elle a été attaquée par de l'érosion, il a fallu qu'on mette des pales planches. À un moment donné, le Vidol a fait de très très gros dégâts au nord de la base d'Aveyron et sur cette zone de la Presqu'île. Là, ça s'est stabilisé. Le gros problème qu'on a maintenant, c'est la rentrée des sables qui passent sous le pont. Le sable est arraché au Boucanet, il passe dans les petits fonds et les courants le retransportent sous le pont des Abymes et il vient s'accumuler au sud de la Presqu'île, et la Presqu'île est en train de se colmater. La conclusion, enfin, ce qui se passe, c'est que la pile droite, la pile ouest, c'est-à-dire côté Grande Motte du pont, elle est extrêmement sollicitée, elle est affouillée, et ça devient inquiétant.
le futur du pont. Et vous imaginez que si ce pont est à refaire, il y a un trafic énorme entre les deux communes, on serait vraiment pénalisé. Donc là, les ingénieurs qu'on a consultés estiment que ça peut être rattrapé, mais donc on essaie de persuader la mairie de faire quelque chose à ce niveau-là. Nous, on est juste là, en lanceur d'alerte pour dire attention, il y a une ligne de haute tension qui passe sous le pont aussi, qui est en exposée. Alors bien entendu que je pense qu'il faut qu'on mette à plat ce projet de réhabilitation de la presqu'île avec des œuvres, bien sûr. Je pense, moi, quand on discutait de mon projet, Joséphine, Balladur, il s'est fait avoir, entre guillemets, sur un moment donné, ils ont arasé les dunes, ils ne se rendaient pas compte que ça mitraillait les façades. Et donc, grâce à vous, grâce au jardin minéral, il a réhabilité les dunes. C'était un symbole aussi. Oui, il faudra qu'on le regarde sur le film. Hein. Oui. Non, mais et si vous voulez, c'est ça le génie de Balladur. Il vous a pris en tant que, instrument d'une œuvre que vous avez. Mais c'est génial ce qui vous est arrivé, le jardin minéral, parce que c'est cette façon-là, il a remis à l'honneur les dunes, parce que disons, on va mettre des zoyas, on va mettre des ganivelles et puis point à la ligne. Non, il y a eu une œuvre d'art. Tu es d'accord, Pierre? Oui, tout à fait, oui. Et surtout la réhabilitation, on le dit, impeccable maintenant. Voilà, parce que Pierre serait intervenu tout seul en mettant les zoyas, ça aurait été un peu... Voilà. Bon, je t'ai coupé la parole. Est-ce que c'est bon? C'est bon. L'heure avance. On peut faire circuler le micro. Voilà. S'il y a des remarques sur la presqu'île. Voilà. Alors, Madame Claire. Alors, il faut prendre le micro. Une présentation qui va compléter ce qui a été dit à propos de l'histoire de la décharge, vous savez, la décharge. Alors après, on joue sur les mots. Voilà, si vous voulez bien la présenter. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais je vais être très très brève, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais cette presqu'île a servi pendant des années. Et là, la clé, c'est pas possible à mettre. Ça a été utilisé pendant des années pour accompagner la construction de la ville. Il fallait bien utiliser un lieu, ça a été dit, pour déposer les déchets du bâtiment, notamment. Bon, ça c'était en 1985, la première autorisation officielle de déposer sur la presqu'île du Ponant. Et puis après, petit à petit, il y a eu d'autres choses qui ont été amenées, des déchets divers et variés, du ménager et autres. Et dans les années 2001, on s'est aperçu que ça devenait vraiment grave, sérieux, puisqu'il y avait autre chose que simplement des déchets inertes, mais il y avait aussi des déchets du bâtiment du style des huiles, des vieux bidons de peinture, des trucs plus ou moins dégueulasses. On est bon? Voilà. Donc je vais aller vite. Donc juste au passage, c'est l'association Grande-Motte Environnement qui existe depuis justement le moment où on a découvert ce poteau rose sur la presqu'île du Ponant. Vous pouvez avancer. Je vais aller vite, vous allez voir, ça va être rapide. Donc voilà, notre asso, elle est agréée en préfecture, on fait plein de choses, et notamment, on est aussi des lanceurs d'alerte, et là, j'ai saisi l'occasion de l'invitation de l'association des riverains du Ponant pour présenter donc ce qui s'est passé. Donc depuis 1985 jusqu'à 2001, il y a eu 15 ans d'entreposage d'hiver à ciel ouvert. Voilà, la chronologie elle est là. En 2000, normalement, c'est la fin des accords d'inerte et la presqu'île ne recevait plus, en théorie, que des déchets verts. Or, en juillet 2001, on a découvert qu'il y avait tout un tas d'autres choses. Il y avait des affouillements, des creusements de casiers à ciel ouvert avec éventuellement une pollution de l'eau. Il y avait des reliquats de compost. Et bien voilà, malgré tout, ça avait toujours l'air d'être un petit paradis que vous connaissez ou que vous avez connu. On peut continuer là. J'ai pas mal de photos. En fait, c'est pas mal de photos, donc c'est un petit peu voilà, très très paysagé. Ça ressemblait à ça, voilà, jusque encore, voilà, et jusqu'à ce que éventuellement on se retrouve avec cette situation ici, où on a des dépôts en bordure de l'eau, du plan d'eau.
Donc, est-ce que le paradis est perdu? J'en sais rien. On peut se poser la question. Voilà. Et c'est là que nos associations, M. Aubert faisait partie des groupes de travail à l'époque. On a beaucoup rencontré la mairie. On a demandé à ce que ça cesse. Alors là, ici, on est sur une zone où on voit typiquement une flore, une installation caractéristique des décharges. Il y a une seule espèce qui pousse. Les chercheurs s'en sont emparés en février 2020. Donc, on a essayé de mobiliser des gens de l'INRA notamment. Donc, bon, des dépôts de bois, c'est pas très grave à la rigueur. Des dépôts plus ou moins verts, compost et terre végétale. Tout ça, pourquoi pas, on continue. Et voilà, à quoi ça ressemble? Une nappe à ciel ouvert avec un risque de pollution, avec des fosses qui sont pas forcément stabilisées et des risques pour les gens qui s'y promènent de tomber dedans. Donc c'était quand même pas très jojo, il me semble. Donc on a fait ce qu'on a pu pour convaincre tout le monde, et notamment les pouvoirs publics, qu'il fallait trouver une solution. Et la solution qui a été... bon, il y a eu un incendie aussi. C'est que la commune s'est mise en œuvre pour agir, enfouir, enlever des dépôts une certaine partie, en enfouir certains autres, les combler. Là, on voit le recouvrement en cours d'un dépôt. Alors, on met du sable par-dessus, comme ça, on libère un peu les pins qui étaient en train d'en prendre jusqu'à la hauteur des branches. Voilà ce qu'on a sous la presqu'île. Alors, il reste encore beaucoup à faire, et on le voit aujourd'hui, parce que la réhabilitation n'est pas encore terminée. Moi, j'ai redécouvert les lieux pendant le confinement en 2020, en m'y baladant, j'ai vu ça. C'est-à-dire que sur le talus sud, vraiment le petit chemin qui fait le sud, vous y trouvez des déchets plastiques à différentes hauteurs. Vous y trouvez, du coup, une végétation qui est typique rudérale, c'est-à-dire qui pousse sur les décharges, principalement du clénopode et des chardons. Voilà, et ça, c'est l'endroit exact où on trouve tous ces déchets. Il y a également des macro-déchets. Et quand je dis macro-déchets, je vous parle de batteries de camions au plomb. Je vous parle de tuyaux énormes. Je vous parle d'objets divers et variés. Il y a des échantillons qui sont là-bas au bout sur la table que j'ai ramassés hier après-midi. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous avec nos petits moyens? On s'associe aux démarches de ramassage, mais avec nos bras musclés, on n'ira pas bien loin. Il y a beaucoup de travail à faire. Là, on voit, voilà, juste la précédente, juste avant, juste en reculant. Si vous voilà, stop. Là, ici, la photo du milieu, on y verra ici les macro-déchets qui ont été cachés sous des bâches et sous un pin. Le pin ayant des branches basses. On ne va pas dire que c'est fait par accident là. Et là, c'est ce que les enfants ont ramassé en même pas une heure. Donc l'exemple, voilà. Donc on a travaillé avec des scolaires. On n'arrivera jamais tout seul à résoudre le sujet. Alors pour moi, c'est important de vous le montrer aujourd'hui, afin que ceux qui auront les moyens et la capacité d'agir ne disent pas qu'ils ne savaient pas, et ne disent pas qu'en réaménageant un lieu comme celui-ci, on fait tout comme il faut en oubliant ce qu'on a sous les pieds. Voilà, j'aimerais bien que avec cette belle végétation qui a pris, même s'il y a quelques invasives, soi-disant invasives, qui prennent place, c'est pas très grave, mais ce sont des paysages très intéressants et assez uniques à la Grande Motte. Il y a des biotopes à préserver. Alors, si on se met en œuvre pour éliminer ces déchets, ça sera très bien. Il faut le faire avec justesse et doigté, parce qu'il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Voilà un petit peu ce qu'on aimerait, nous, c'est que on puisse inventorier les espèces intéressantes, qu'on puisse identifier les zones effectivement affectées par les macro-déchets et les déchets éventuellement toxiques, qu'on priorise, qu'on fasse un plan d'action, et que, surtout, lorsque le lieu sera réhabilité, on n'oublie pas cette histoire et qu'elle soit rappelée aux visiteurs. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir pris de temps, mais je vous remercie beaucoup. Sur le plan, sur un plan plus général, le syndicat mixte d'aménagement, le syndicat mixte de Vido
qui s'occupe des berges. Et le responsable, c'est lui qui a posé des poubelles, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de pêcheurs qui laissaient pas beaucoup de puces aussi, des canettes, etc. Ça s'est calmé, ils sont plus propres maintenant. Le syndicat mixte du Vidor était responsable de financer cette... parce que ça fait partie de l'emprise du syndicat mixte du Vidor jusqu'à la sortie du fleuve en mer. Voilà ce qu'on peut dire. Et oui, il faut, s'il y a des batteries de plomb, je ne pense pas qu'il doit en avoir tant que ça, mais bon, voilà. Alors, le problème de Pierre Adou, on pourrait faire défiler son